Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la plus grosse vidéo de ma chaîne. Je vous l'ai préparée depuis à peu près 6 mois de base, elle devait sortir pour Halloween mais il y a eu pas mal de problèmes, bref je ne vais pas trop détailler. Cette vidéo est mon iceberg des légendes urbaines. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un concept iceberg, c'est je vous présente plein de sujets sur un thème précis, là c'est les légendes urbaines. Et on va voir ensemble du plus tranquille au plus terrifiant. Pour vous en dire plus, de toute façon vous allez vite comprendre. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo parce que ça c'est... A tout de suite dans la vidéo. Premier sujet du premier tiers de l'iceberg, le Bigfoot. En 1967, Roger Patterson et Robert Gimlin vont réaliser un documentaire sur une créature qu'ils ont découvert au Canada. Ils auraient appelé le Bigfoot, dû à ses grandes traces de pas qu'il laisse dans la neige. On y verra que c'est une grande bête d'environ 270 kg qui vit dans la forêt. Ça aura effrayé un bon nombre de personnes à sa sortie, mais on n'aura eu aucune preuve scientifique à 100% comme quoi c'était vrai. Il y aura énormément de vidéos sur internet qui vont circuler de personnes l'ayant croisé, et au moment où je vous écris ça, il y a une info comme quoi le Bigfoot viendrait d'être aperçu au Colorado. Le Yeti, c'est cette chose qui habite en Himalaya, qui est mi-homme, mi-créature, aussi appelé l'abominable homme des neiges, mais aussi Migu ou Shemo ou encore Kang Admi. Oui, il a énormément de noms, alors je vais pas tous vous les dire. Actuellement, on pense que c'est une légende urbaine, dû au fait qu'il n'y ait pas de preuves scientifiques stables. Il a évidemment pris une place assez importante dans la pop culture, on peut le voir dans plusieurs films, séries ou même encore des dessins animés. Je pense avoir énormément de choses supplémentaires à dire sur le Yeti, alors on passe tout de suite au sujet suivant. Il y a plusieurs variations de l'histoire de la Dame Blanche. Certains disent que c'est une sorcière ou une fée. Celle que je vous raconte se passe vers 1560. Une femme, du nom de Thérèse de Saint-Clar, va être surprise par son mari dans les bras d'un autre homme. Son mari, qui sera fou de colère et de jalousie, va emprisonner sa femme dans la tour nord d'un château du nom de Pieux-Martin. Aujourd'hui, on dit que son fantôme rôde encore dans des villes, et certaines personnes disent même l'avoir croisé. Il existe plusieurs témoignages de personnes disant l'avoir croisé. Le 20 mai 1981, à Palavas-les-Flots, 4 jeunes de 17 à 25 ans en voiture. Voir vers minuit une dame d'environ 50 ans dans une robe blanche en train de faire de l'autostop. Ils vont la prendre avec eux dans la voiture. Quelques minutes plus tard, lors d'un virage serré, la femme va crier « Attention au virage ». Le conducteur ralentit, puis d'un coup, la femme a complètement disparu sans laisser aucune trace. Ils vont alors se rendre à la gendarmerie le soir même. Et parmi le discours de chacun individuellement, il n'y aura aucune incohérence. Comme si que tout ça était bien réel. Tout est correct, personne ne se contredit. Ce qui laisse penser que cette histoire était bien réelle. La légende du croque-mitaine se transmet de génération en génération et de bouche à oreille, mais elle serait apparue pour la première fois dans la mythologie inuit où il y est appelé Ligirak, qui signifie celui qui se cache. Il est représenté avec d'énormes griffes et des yeux qui brillent dans l'obscurité. On raconte qu'il se cache dans le placard ou sous le lit des enfants en passage et qu'il attend le bon moment la nuit pour dévorer les enfants ou bien l'emmener dans les endroits sombres. La légende de la Bloody Mary a des similitudes avec la légende de la Dame Blanche. Il existe plein de variantes de cette légende, qui est aussi un peu un challenge d'internet qui date un tout petit peu. Le challenge consistait à ce que l'on se place dans une pièce assez sombre avec un miroir et qu'on tienne une bougie à la main, en chuchotant 3 fois devant le miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary », ce qui aurait fait apparaître la Bloody Mary. La Bloody Mary, il y a plusieurs versions de qui ça pourrait être. Certaines personnes disent que c'est une femme enceinte qui est décédée, d'autres disent que c'est une ancienne reine, et on passe tout de suite au sujet suivant. Le Slenderman, d'où vient-il et par qui il a été créé? Il a été créé en 2009 sur le forum Something Awful par Victor Surge pour un concours Photoshop. Il est vite devenu un mème et a été repris dans plusieurs jeux vidéo, a même eu un film qui lui est dédié en 2018. Le Slenderman est une grande créature mince qui vit dans les forêts. Il est vu comme un personnage mauvais qui traque les enfants et les kidnappe. Mais son histoire est malheureusement pas 100% fausse. Comme avec beaucoup de creepypasta de l'époque, ça a créé un challenge d'internet. Où il fallait contacter le compte Instagram ou Facebook ou quelque chose comme ça du fameux Slenderman. Et il te disait ce que tu devais faire, sauf que l'action finale est hyper macabre. Il y a eu une affaire en 2014 sur 2 filles de un peu plus de 12 ans, Anissa Weier et Morgan Geyer, qui auraient poignardé 19 fois leur ami sous l'ordre du Slenderman, qui est un monstre fictif.
Ok, alors là on est rentré dans le tiers numéro 2, le tiers appelé la surface. On va voir des choses un petit peu moins connues mais qui restent quand même assez connues, un petit peu plus terrifiantes mais qui restent quand même assez soft. A tout de suite. SCP ou Secure Contain Protect ou sécuriser, contenir et protéger en français est une organisation secrète qui se doit de garder des créatures ou objets surnaturels pouvant causer des dommages publics, aussi appelés SCP. D'ailleurs sur internet on peut très facilement retrouver des rapports sur les SCP, sur tous les SCP, parce qu'ils ont tout simplement leur site qui est accessible à tout le monde. Le sujet est hyper long et très intéressant, alors pour vous résumer au plus rapidement, dans l'histoire la fondation elle aurait été créée par des chercheurs car ils avaient découvert des objets et créatures mystérieuses pouvant être dangereuses et ont commencé à étudier des différents cas en secret. L'existence des SCP est assez cachée au reste de l'humanité. Et surtout, il y a une énorme censure. S'il y a des civils qui peuvent avoir des preuves que les SCP existent, et bah ils sont directement tués. Il existe plein de types de SCP, comme le SCP-3008 qui est un magasin Ikea où il est impossible de sortir. Le SCP-426 qui est directement un grille-pain. C'est un grille-pain toxique et lorsqu'on reste trop longtemps près de lui, on devient fou. Et on commence à penser qu'on est un grille-pain et on agit comme un grille-pain. Et le SCP-096 qui est une créature assez humanoïde qui mesure à peu près 2,40 m et il est si timide que toute personne qui voit son visage, il va directement chercher à les tuer. Et je vais m'arrêter là pour les SCP, mais il y a énormément de choses à dire sur eux, donc peut-être que j'en ferai une vidéo dessus, si jamais ça vous intéresse, et on passe tout de suite au sujet suivant. La légende urbaine des backrooms a commencé sur le forum appelé 4chan le 21 avril 2018. Un utilisateur avait posté dans une discussion autour du creepy et des endroits avec l'impression de déjà vu cette image suivie de cette description. Si vous ne faites pas attention et que vous sortez de la réalité au mauvais endroit, vous allez finir dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que l'odeur moisie de la vieille tapisserie jaune et le bruit perpétuel des néons à pleine puissance. Une surface de plusieurs milliards de kilomètres carrés, que Dieu vous sauve si vous entendez quelque chose rôder, parce que vous pouvez être sûr que cette chose-là vous aura entendu. Pour rentrer au niveau 0 des backrooms, ça va être vraiment sur un coup de chance. Il va falloir no clip, après ça vous êtes dans un endroit où le papier est jaune et quand vous sortez du niveau 0, vous passez au niveau 1 et ainsi de suite. Dans chaque niveau des backrooms, on va trouver différentes entités, comme le voleur de peau qui est une entité du niveau 10, ou The Bacteria qui est dans le niveau 0. Je vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais il y a des sous-niveaux comme le -1, -2, etc. Personnellement, j'aime beaucoup l'ambiance du level fun. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de terrifiant qu'on peut pas vraiment expliquer à l'intérieur. Il y a énormément de choses à dire sur l'univers des backrooms. Dites-moi si un jour vous voulez que je vous en fasse une vidéo dédiée à ça. Et on peut passer au sujet suivant. À New York, en 2018, un énorme building de 168 mètres a été vu vers Manhattan avec une particularité. Il n'avait pas de fenêtre. Et même si comme ça peut pas paraître très effrayant, quand on y réfléchit vraiment, et dans un bâtiment qui n'a pas de fenêtre, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire pas de lumière naturelle et pas d'oxygène ou de quoi aérer correctement. Ce qui, je pense, vous l'avez compris, peut être très dangereux. Ça en avait parlé un petit peu partout à l'époque, quand il y avait un peu cette hype autour de ce bâtiment. Et il y en avait même parlé sur BFM, tous les trucs comme ça. Et en vérité, ce bâtiment-là, il n'a pas de fenêtre pour une raison. C'est un choix artistique du concepteur du bâtiment. La lavandière de la nuit a plusieurs noms selon les croyances, je crois, et elle est assez liée aux fées et à la Dame Blanche dont je vous ai parlé dans le premier tiers. La première fois où on parlera des lavandières de la nuit, ça sera au 8e siècle, où elles sont en référence à un mythe irlandais. On dit qu'on les croise en train de laver du linge près d'un fleuve ou d'une rivière, et il existe aussi plusieurs tableaux qui représentent cette légende. Je vous en passe quelques-uns, et on passe au sujet suivant. L'histoire se passe dans une maison bourgeoise entre 1974 et 1976. Premièrement, en novembre 1974, une famille va emménager dans une nouvelle maison et ils vont y vivre des phénomènes paranormaux. Par moments, c'était des murmures, des fois des odeurs inconnues qui surgissaient de nulle part. Des fois, c'était des blessures qui venaient sur leur corps sans vraie raison. Et il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a aussi eu un événement le 13 novembre à 3h15 quand Robert Defeo va prendre son fusil calibre 357 Magnum et tue son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Le procès se déroulera en septembre 1975 et il sera condamné 6 fois à 25 ans de prison. Et après ça, la maison elle sera remise à la vente. Il y a aussi eu plusieurs choses dans la pop culture par rapport à la maison d'Amityville. Il y a eu plein de livres et de films et tout ça. Et je crois même qu'il y a un des 3 films Conjuring où il y a cette maison-là. Je crois c'est dans Conjuring 2, je crois que ça parle de cette maison-là, mais je suis pas sûr.
La prison d'Alcatraz sur l'île d'Alcatraz a ouvert ses portes en 1934. C'est une prison de haute sécurité créée pour accueillir les plus dangereux criminels, mais malgré ça, il y a une célèbre évasion qui a contribué à la fermeture de la prison et aujourd'hui c'est un lieu touristique. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, qui est là ou là. Et là, on va plutôt parler des rumeurs bizarres sur cette prison. Il y a plusieurs bâtiments dans cette prison et celui qui revient le plus souvent dans les histoires paranormales et tout ça, c'est le bâtiment bloc D. Il y a beaucoup de choses bizarres là-bas. Par exemple, la cellule 14D est une cellule particulièrement froide par rapport aux autres. Et même les touristes disent s'y sentir mal à l'intérieur, comme si qu'ils étaient observés. Enfin bref, on passe tout de suite au sujet suivant. La légende Chupacabra est surtout connue en Amérique latine. C'est une créature qui s'attaque aux animaux de la ferme et il leur vole tout leur sang. Il ressemble un peu à un mix de chien et d'autres animaux de la forêt et il a des yeux très rouges. Il y a beaucoup de théories bizarres sur lui, d'où il pourrait venir, tout ça. Il y en a certains qui disent qu'il pourrait venir d'une autre planète. Et le truc, c'est qu'on a des vidéos de cette créature-là, enfin de ce qu'on pense pouvoir être le Chupacabra. C'est assez flippant d'ailleurs, je vous mets des extraits. Et selon des scientifiques de chez National Geographic, il y aurait des chances qu'en fait ce que nous on appelle le Chupacabra, que ce soit une espèce dérivée du coyote, un animal dérivé du coyote, qui n'aurait pas encore été vraiment bien découvert par l'homme. En tout cas, tout ça reste assez trouble et on va tout de suite passer au troisième tiers de l'iceberg, que j'ai tourné déjà depuis un petit moment, mais ça n'a rien à voir, sous la surface. Le monstre du Loch Ness. En 1934, en Écosse, lorsque deux amis vont se balader près d'un lac, l'un d'entre eux va voir quelque chose de bizarre au loin, comme une sorte de dinosaure dans l'eau qu'il a pu photographier et voici la photo. Suite à ça, vu qu'ils étaient près du lac du Loch Ness, ils vont l'appeler le monstre du Loch Ness, mais certains vont aussi l'appeler Nessie. La femme à la bouche fendue, c'est une légende japonaise parle d'une femme qui était considérée comme l'une des plus belles de la ville. Et un jour, son mari, il faut noter qu'il a quelques problèmes mentaux par moment, va apprendre qu'elle le trompait et suite à ça, il va lui couper la bouche en lui disant « À présent, plus personne ne te trouvera belle ». Lorsqu'elle va mourir, elle va devenir une sorte de fantôme qui aura soif de vengeance. Octobre 1974. Stephen King, qui est un romancier très célèbre qui a notamment écrit les livres Ça, va passer une nuit dans un hôtel appelé le Stanley Hotel. Et ce soir-là sera le pire de sa vie. Ça va même lui inspirer le livre Shining. C'est pas du tout le seul qui dit que cet hôtel est absolument horrible. Il y a aussi l'acteur Jim Carrey qui se serait apparemment enfui en plein milieu de la nuit de l'hôtel tellement que ça fait peur. Mais alors que se passe-t-il dans cet hôtel? Eh bien, on a eu des témoignages de gens qui disaient qu'ils entendaient des chuchotements la nuit. Il y a aussi des gens qui disaient que des odeurs bizarres apparaissaient d'un coup, sans vraie raison. Mais il y a aussi une personne, une fois, qui a pris une photo, et il a remarqué qu'il n'était pas seul. Il a remarqué que quelqu'un qui n'était pas censé être là, était là. Pour ce sujet-là, je me suis énormément aidé du site méchant.fandom.com. Quand Jeff avait 13 ans, il a déménagé dans un nouveau quartier avec son frère appelé Liu et ses parents. Dès le premier jour d'école, Jeff et son frère vont se faire attraper par 3 voyous dans leur nouvelle école qui vont même sortir un couteau. Suite à ça, Jeff va les tabasser puis tomber dans une dépression. Quelques jours après, alors qu'il est à une fête, il va revoir ces 3-là et quand il essaiera de se défendre, il va en tuer un et là il y a un énorme mouvement de panique qui va se créer et après, dans sa tête c'est tout noir. A son réveil, il sera à l'hôpital avec plein de bandages sur la tête, vu que maintenant il est défiguré et a même certaines brûlures. Je vous passe certains détails, mais dans la nuit qui va suivre, la mère de Jeff veut le surprendre en train de créer un sourire permanent dans son visage avec une arme et en train de brûler ses paupières. À ce moment-là, Jeff il ressemble à ça. La mère va dire au père que leur fils devient complètement fou, et là, Jeff était juste à côté d'eux sans qu'ils ne le sachent. Et il va les planter, le bruit va réveiller son petit frère, qui lui aussi va décéder quelques minutes après. Et là, la première série de Jeff the Killer va commencer. Alors ça, c'est pas vraiment une légende urbaine, mais c'est plutôt un sujet qui est assez vaste. Quand je parle de films interdits, c'est des films qui, avec leur contenu, que ce soit gore ou autre,
soit interdit à la vente dans certains endroits, certains pays. Mais, et c'est pour ça que le sujet n'est pas aussi haut dans l'iceberg, certaines personnes lanceraient des rumeurs sur certains films. Des rumeurs qui ne seraient pas réelles, pas que le film n'est pas interdit, non, que le film n'existe tout simplement pas. En 1590, en Virginie aux États-Unis, la colonie Roanoke va être découverte. Complètement intacte, tout ira très bien, sauf qu'il y a un seul petit problème, il n'y a personne. Il n'y a absolument aucun signe de vie. Comment autant de monde aurait pu partir aussi vite sans rien laisser? C'est aujourd'hui encore considéré comme un des plus gros mystères des États-Unis. Imaginez qu'un soir vous êtes seul dans votre voiture ou votre appartement et que là d'un coup, un groupe de jeunes enfants viennent toquer à votre porte. Ils viennent vous demander de l'aide d'une manière insistante, mais vous sentez qu'il ne faut absolument pas leur ouvrir, vous sentez qu'il y a quelque chose de mauvais avec eux, quelque chose qui vous pousse à ne pas ouvrir la porte, et au moment où vous voyez un petit peu de leur visage, vous voyez qu'ils ont les yeux entièrement noirs. Le triangle des Bermudes, pour le situer dans le globe, c'est un alignement entre Miami, Porto Rico et les Bermudes qui forment exactement un triangle. Il s'est passé beaucoup de choses très mystérieuses là-bas. On a eu par exemple des événements météorologiques très bizarres qui se sont situés pile dans cette zone et aussi une vingtaine de disparitions. En effet, il y a eu une série de 5 avions qui y sont allés et à ce jour, ils sont jamais revenus de leurs recherches. On n'a plus aucune nouvelle d'eux depuis le départ. Et absolument rien n'a été trouvé par les seules personnes survivantes. Polybius. Le jeu est apparu dans plusieurs salles d'arcade mystérieusement, alors que les salles n'avaient rien commandé. Et le peu de personnes qui vont pouvoir y jouer vont déclarer avoir ressenti un truc de fou en y jouant. Soit ils ont réellement aimé le jeu, soit ça leur faisait des énormes crises de panique. Et un peu plus tard, quelqu'un va découvrir des dossiers très flippants sur le jeu, comme quoi il y aurait des messages spéciaux à l'intérieur leur disant de commettre l'irréparable. L'une des premières légendes sur le village parle d'un homme et de son chien qui se promènent le soir dans le village alors qu'il n'y a personne. Le chien a commencé à aboyer, pour à première vue pas grand chose, et ce qui a commencé à de plus en plus énerver son propriétaire. Il lui disait de s'arrêter, sauf que le chien il continue à aboyer très fort, et sur le coup de la colère, l'homme va tuer l'animal. Le lendemain matin, une personne va se balader là où la scène vient de se passer et va retrouver le corps de l'homme avec des blessures si puissantes que ça ne peut pas être fait par un être humain. Après ça, il y a eu beaucoup de légendes par rapport à ce village, comme quoi il serait maudit. Beaucoup ont dit que le village était habité par une sorte de créature qui aurait causé toutes ces blessures à l'homme. Voilà, après il y a beaucoup de choses à dire sur ce village, mais la vidéo risque déjà d'être assez longue, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus sur ce village-là. Et il y a également un film par rapport à cette légende, il s'appelle Inunaki, le village oublié je crois. Si vous l'avez vu, dites-moi s'il est bien, et voilà. Celui-là de base, je voulais pas le mettre, mais je me suis dit que ça pouvait être très intéressant d'en parler, même si j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. L'expérience du sommeil russe. J'ai rien écrit pour celui-là. Je pose ça, j'ai rien écrit. L'expérience du sommeil russe ou The Russian Sleep Experiment. Il y a eu une annonce dans une prison pour demander 5 volontaires. 5 volontaires qui pouvaient retrouver leur liberté s'ils acceptaient de ne pas dormir pendant 30 jours. Dans la chambre où ils vont passer du coup leurs 30 prochaines journées, ils ont un lit qui n'a pas de matelas, ils ont de la nourriture en quantité suffisante pour 30 jours et des livres. Il y a quelque chose dans la chambre de spécial parce qu'ils auraient pu s'endormir sur un lit qui n'a pas de matelas, ils auraient pu dormir sur le sol. Il y a un gaz dans la chambre qui fait que ça empêche de dormir. Le premier jour, ça va bien se passer, c'est comme une nuit blanche, mais au bout de 3 ou 5 jours, c'est là que les problèmes vont commencer. Les discussions commencent à devenir de plus en plus dark, il va se passer des choses bizarres, certains vont avoir la tête qui commence un peu à changer, mais ok, tout va bien, pour l'instant. Au bout exactement du 9e jour, certains vont commencer à crier tellement fort qu'ils vont s'arracher les cordes vocales volontairement, et à partir du 11e jour, à partir de ce jour-là, ils vont commencer à se manger eux-mêmes alors qu'ils avaient de la nourriture en quantité plutôt normale, bien, comme je vous l'ai dit au départ. Du coup, quand les scientifiques ont vu ça, ils ont décidé d'arrêter l'expérience, donc au final ça n'a pas vraiment duré 30 jours. Voici à quoi ressemblaient les détenus. Ils ont dit, je cite, que ce qu'on voyait actuellement d'eux, c'était le monstre qui sommeille en chacun de nous et qui se réveille la nuit.
Après que l'expérience soit finie, ils ont eu des vrais lits, mais ils ne voulaient quand même toujours pas dormir. Et ils avaient vraiment peur de fermer les yeux. Le Deep Web, qu'est-ce que c'est? C'est comme la partie d'internet qui est cachée. Par exemple, vous regardez cette vidéo depuis YouTube, car la vidéo est en public. Mais si cette vidéo était en non répertoriée, c'est-à-dire qu'elle est visible seulement avec le lien, et que je l'envoie à une personne, et bah uniquement cette seule personne-là et moi avons accès à ce contenu qui sera donc comme caché. C'est un peu comme la partie pas accessible avec les moteurs de recherche d'internet. C'est plutôt genre des sites qui ont besoin de mots de passe, tous les trucs comme ça. Donc un site qui va avoir besoin d'un mot de passe, parce que du coup il n'est pas accessible à tout le monde, et bah il va être considéré comme le Deep Web, je crois. Et d'ailleurs, deep en anglais ça veut dire profond. Dessus on peut trouver de tout, comme sur l'internet normal, mais évidemment il va y avoir des choses un petit peu plus bizarres que sur l'internet normal, parce que du coup bah, il est accessible à tout le monde, et celui-là c'est des gens qui veulent directement y aller, et enfin bref, vous avez compris. Sans que ça soit obligatoirement choquant. Son utilisation n'est ni légale ni illégale, tout dépend de comment l'utilisateur va l'utiliser, mais je vais quand même vous déconseiller d'y aller. Ce que je veux dire, c'est que le Deep Web, pour faire très simple, c'est une partie d'internet qui n'est pas faite pour être trouvée, car il n'y a pas de vraie modération sur cet endroit-là. Mais il ne faut pas confondre le Deep Web et le Dark Web, parce que le Deep Web, du coup, c'est des données privées, des trucs comme ça, alors que le Dark Web, c'est... Dans l'internet basique, il y a environ 1,3 milliard de sites, alors que sur le Dark Web, c'est à peu près 600 milliards. Le Dark Web, à la différence du Deep Web, est comme l'internet normal, sauf que dessus, il y a des sites où il n'y a rien qui est normal. Et un énorme nombre de choses totalement illégales et immorales se passent là-bas. On peut y vendre des humains, des substances illicites ou même des organes. Il y a aussi des sites où on peut engager des gens pour faire des délits. Et il faut retenir que le Dark Web n'a pas que des sites sombres, que des mauvais sites. Si j'ai bien compris, il y a souvent des journalistes qui vont sur le Dark Web pour trouver des articles sur des pays avec un manque de liberté d'expression, ou aussi des gens lambda qui cherchent une info ou un contenu qui aurait été supprimé de l'internet basique, sans que cette recherche ou ce contenu soit forcément mauvaise ou qu'elle puisse embêter certaines personnes. Je sais pas comment expliquer. Carrément il y a un site, c'est une copie de Facebook, c'est genre Facebook quoi. Mais simplement l'utilisateur est réellement anonyme, car le vrai site, comme tous les autres sites d'ailleurs, utilise, même si c'est peu, les informations personnelles. Et il y a aussi des sites de crypto-monnaie et tout ça. Mais dans tous les cas, son accès est encore plus déconseillé que le Deep Web, et même c'est un petit peu compliqué d'accéder au Dark Web, même si voilà. Et il y a vraiment des choses qui peuvent être choquantes là-bas, mais il y a aussi des choses normales, mais il y a vraiment aussi des vraies choses choquantes là-bas. Karazu ou Krazu ou le Panaglan est une légende thaïlandaise. Je crois qu'il n'y a aucune référence à celle-là dans la pop culture et tout ça, à part un petit jeu vidéo qui a pas très bien marché et dans un livre qui parle de vampires. Pour la simple et bonne raison que c'est une légende qui en Europe est vraiment pas très connue. La nuit c'est une femme à peu près normale et le jour elle se transforme puis va essayer de dévorer du sang. Créature dont on ne voit seulement le visage et les organes. De ce que j'ai compris, c'est vraiment la référence mort-vivant en Malaisie, et c'est un peu comme un vampire qui peut cracher des flammes depuis son nez et qui se déplace en flottant. Les Krazu ont des dents très puissantes, et parfois elles poussent des cris avant de poursuivre les enfants ou les femmes enceintes, qu'elles vont poursuivre, puis attraper, puis manger. En fait, la fin de l'histoire de la Krazu est même assez triste. Après avoir mangé les femmes enceintes et les enfants, chaque Krazu ou Karazu retourne à sa tombe respective. Car oui, en fait, on devient une Krazu en étant une femme mourant d'un accouchement. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, c'était énormément de travail. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, commentez fond marin dans les commentaires, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Merci encore pour les 500 abonnés. Dites-moi si le format iceberg ça vous plaît, là c'était mon premier iceberg, c'est moi qui ai créé cet iceberg. Abonnez-vous, enfin bref, j'ai déjà dit. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Kouri.